Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une fois de plus, on va s'intéresser à Edgar de la Cambriole. La série. Saison 1. Alors pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous savez déjà, mais je suis un fan inconditionnel d'Edgar de la Cambriole. Jusqu'à présent, on s'est intéressé à deux des longs métrages, à savoir Le Château de Cagliostro et Lupin the Third The First, qui, encore une fois, sont deux chefs-d'œuvre qu'il faut absolument voir. Enfin, celui-là, on peut vraiment pas le considérer comme un chef-d'œuvre, mais bon, il est quand même excellent. Voilà. Et lors de ma vidéo sur le château de Cagliostro, je vous ai un petit peu expliqué son origine, les personnages, son ambiance musicale, etc. Mais aujourd'hui, avec la première série sortie en 1971, on va y aller un tout petit peu en profondeur. C'est pour ça, mes chers amis, que c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais vous présenter la saison 1 d'Edgar de la Cambriole, autrement appelé Lupin troisième du nom. Et pour inaugurer cette vidéo, générique. En 1967, Kazuhiko Kato, autrement appelé Monkey Punch, a sorti un manga intitulé Lupin 3. Un manga basé sur l'histoire d'Arsène Lupin, créé par Maurice Leblanc en 1905, et qui a pour héros la troisième génération, autrement dit son petit-fils. Bon, ça nous savons déjà. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la base, Lupin 3, c'est un seinen. Et un seinen, Kezako, eh bien c'est un type de manga destiné aux adultes, traitant des thèmes plus matures, à caractère plus adulte, parfois même explicite, plus violent, plus graphique, et qui parfois comportera certaines scènes que vous n'allez pas apprécier au premier coup d'œil. Bref, un manga pour lecteurs avertis. Et Lupin 3, originellement composé de 14 tomes, fait partie de ce registre-là. Et si comme moi, vous avez découvert la licence à travers la seconde série sortie en 1977, qui a un ton plus humoristique, plus jovial, enfin, plus léger, mais les aventures ne sont pas moins rythmées, eh bien, une fois que vous serez tombé sur la première saison, sortie en 1971, ou mieux encore le manga, qui est beaucoup plus violent et beaucoup plus mature, et qui jusqu'à présent n'a pas encore été traduit en langue française, et même l'excellent spin-off que voici, pareil, je vous en parlerai bientôt, eh bien, vous risquerez d'avoir un choc, mais une fois que vous connaîtrez l'origine de la série, au bout d'un certain moment, vous allez finir par vous habituer. Enfin bref, tout à l'heure, je vais vous expliquer en quoi cette première série est plus violente par rapport aux autres, mais en attendant, voilà pour l'origine de la série. Maintenant, passons à la présentation de la série animée. Et pour ce faire, je vais vous lire un petit extrait de cet artbook, qui est compris dans le coffret que voici, et qui est très intéressant parce qu'il propose pas mal d'anecdotes au sujet de la série. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Blackbox. En 1969, le studio d'animation TMS Entertainment et Toho envisagent d'adapter en long métrage l'œuvre originale de Monkey Punch, alors toujours en cours de prépublication dans Manga Action. Le chara designer et directeur d'animation Yasuo Otsuka étudie très soigneusement le dessin de Monkey Punch et celui de l'artiste américain Mort Drucker afin de conserver les caractéristiques graphiques du manga tout en proposant un design plus adapté au format télévisé. Initialement, Monkey Punch devait participer au projet, mais il se retira assez vite devant la charge de travail. Un premier pilote de 12 minutes très fidèle à l'esprit du manga est réalisé par Masaki Osumi, le créateur de la Tunique Noire. Ça. Mais des différends entre TMS et Toho ainsi que des soucis budgétaires mettent le projet en suspens. 2 ans plus tard, le studio relance le projet d'adaptation, mais cette fois sous forme de série. Voilà. Donc en gros, avant la série de 1971, un épisode pilote a vu le jour. Et bien évidemment, il met en scène tous les personnages principaux, à savoir Lupin, Jigen, Zenigata, Goemon et Fujiko. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce pilote qui est disponible dans ce coffret? Eh bien franchement, je dirais que ça va. L'animation est plutôt bonne, malgré quelques dessins parfois brouillons. Je dirais même que je la passerai au même niveau que le premier Astérix sorti en 1967, réalisé par le studio Belle Vision. Le ton du manga est assez bien respecté et on reconnaît facilement les caractères de chaque personnage. Et le côté sexy, représenté par Fujiko, est très prononcé au sein de ce court-métrage. Ou plutôt l'épisode pilote, je dirais. Et tu as même une séquence dans laquelle Fujiko danse, et en arrière-plan, on a un défilé de couvertures de magazines à caractère érotique. Certainement de New Look Magazine. Bref, j'ai beau avoir trouvé ce pilote très sympa, mais j'ai quand même décelé quelques problèmes. Déjà, bonjour l'animation, mais bon, ça c'est le point de vue d'un gars qui n'a pas encore lu le manga, mais bon, ça à la limite, on ne peut pas lui reprocher. En plus, Fujiko, dans cet épisode, elle est laide. Très laide. Non mais regardez là, pendant quasi tout le temps où elle apparaît, elle garde toujours la même tronche, comme si elle s'est fait un botox. Et puis, Goemon qui sort tout droit d'une bronzette à la plage, ouais, pas trop fan. Et puis, c'est qui ce gars-là? Pourquoi est-ce qu'il est présenté au même titre que les autres personnages? Est-ce qu'il est dans le manga? C'est peut-être possible. Bref, ce pilote a beau avoir une qualité correcte, on va dire, eh bien, on ne peut pas lui retirer que cet épisode pilote a servi de base pour la série, et même dans d'autres travaux ultérieurs. Comme par exemple, la fameuse scène où des projecteurs sont braqués sur Lupin, après quoi les policiers le canardent. L'aspect sexy représenté par Fujiko sera conservé dans les premiers épisodes de la saison 1.
Et le coup du cerf-volant sera repris dans l'épisode 6, toujours de la même saison. Et surtout, un point très important qu'il faut souligner, la musique de cet épisode pilote est de très bonne qualité. C'est une musique très jazzy, très bebop. Même si bon, ce n'est pas du même niveau que la musique de Yuji Ono, mais au moins ça colle parfaitement à l'ambiance, et je dirais même que je préfère cette musique à celle de la saison 1. Mais bon, je vais y revenir sans doute plus tard. Donc voilà, cet épisode pilote de 12 minutes est sorti en 1969, et 2 ans plus tard, la première série fait son apparition. Et autant vous le dire tout de suite, même si on est très loin de la qualité de la seconde série, eh ben ça n'empêche tout de même pas que la première série, c'est une très bonne saison. Et même si, encore une fois, nous les Français, on a découvert cette série à travers la seconde série, eh bien, on trouve quand même quelques bons éléments qui ont fait son succès. À commencer par les personnages, même si Goemon ne participe pas beaucoup à la première saison, même Zenigata est absent dans certains épisodes, Lupin est toujours égal à lui-même, à savoir un personnage espiègle, charmeur, tombeur. Jigen pareil, c'est un tireur d'élite, mais parfois il fait un peu le pitre aussi. Mais n'empêche, ce mec a de la classe. Et Fujiko est la femme fatale, même si bon, son côté manipulateur a tendance à m'agacer, genre même que dans certains épisodes, elle gagne parfois, eh bien ça ne demeure pas moins un bon personnage, et je trouve que son caractère contraste parfaitement avec ceux de Lupin et même Jigen. Puisque Jigen, lui, il est méfiant envers les femmes. Surtout envers Fujiko qui à chaque fois lui balance des 400 coups. Et combien de fois il met en garde Lupin à ce sujet, bah ça n'a quand même pas empêché à ce dernier de succomber à ses charmes. Je dirais même que de temps en temps, il kiffe se faire manipuler par Fujiko. Tellement Lupin est amoureux d'elle. Après Goemon, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire, étant donné que c'est juste un samouraï. Il est le 13e descendant du fameux Ishikawa Goemon, le voleur du Japon du Moyen-Âge qui a eu droit à plusieurs interprétations, dont celle-ci. Et bien en même temps, c'est pas plus mal qu'il n'apparaisse pas dans beaucoup d'épisodes. Souvenez-vous, dans le château de Cagliostro, tout ce à quoi il a servi, c'est juste trancher des gars. C'est-à-dire les sbires du comte de Cagliostro. Et niveau histoire, il n'a pas servi à grand chose. Et les rares fois où il apparaît dans la série, ben là, il sert vraiment à quelque chose. Je pourrais pas trop vous expliquer en détail, mais en tout cas, il y a au moins 2 épisodes que j'appréciais. Mais bon, ça je vous le dirai en fin de vidéo. Et quant à Zenigata, El Famoso Inspecteur Lacogne, mon personnage favori, oh, il y a tellement de choses à dire de lui. Bon, alors, sans entrer dans les détails biographiques, il est le descendant d'un certain Eiji Zenigata, un policier également fictif qui est issu de l'ère Edo. C'est un policier très efficace et qui est très sérieux, mais ça n'empêche quand même pas d'être maladroit. Et comme le sang des Zenigata coule dans ses veines, il n'a qu'un seul but. C'est de t'arrêter, Edgar! Et ça n'est pas une chimère! Et voilà pourquoi j'aime ce personnage. Déjà, il est drôle, malgré que, comme je vous l'ai dit, il est très sérieux dans son travail. Et en plus de ça, bon, il faut que je précise, je n'ai pas beaucoup écouté la version originale, mais en version française, c'est du caviar pour nos oreilles. Je vais revenir sur le doublage un peu plus tard, mais pour l'instant, parlons de la musique. La bande originale de cette première série a été composée par Takeo Yamashita. Et même si je dois vous l'avouer, on n'est pas encore du niveau de la musique de Yuji Ono, force est de reconnaître que la musique colle parfaitement autour de la série. Parce que n'oublions pas, les quelques premiers épisodes, il n'y a pas beaucoup de musique, enfin, d'après mes souvenirs, mais plus le tour de la série s'allège, plus il y a de musique et plus ils sont variés, tu vois. Bref, sans trop pouvoir vous en dire davantage, disons que j'aime beaucoup la musique de la série 1, même si plus tard Yuji Ono fera mieux. Et par contre, un truc que je trouve vraiment regrettable, c'est qu'on ne retrouve pas l'OST sur internet. Et je dirais même que c'est déplorable qu'ils l'ont pas inclus dans le coffret. Mais bon, la musique pose l'ambiance et c'est déjà pas mal. Et puisqu'on vient de parler de musique, passons à ma partie préférée, à savoir le doublage français. Alors pour vous parler brièvement de la version japonaise, étant donné que je l'ai pas beaucoup écouté, il est intéressant de savoir que le doubleur de Lupin est un certain Yasuo Yamada, qui malheureusement nous a quittés depuis 1995, mais la voix de ce comédien a fait de Lupin un personnage unique. À l'instar de Masako Nozawa pour Son Goku et Akira Kamiya pour Ryo Saiba et Kenshiro de Hokuto no Ken. Et en quoi est-ce que Lupin est un personnage iconique dans l'histoire de l'animation japonaise ? Eh bien, la voix nasillarde qui le rend tout simplement loufoque. Le côté comique, malgré l'esprit chevaleresque mais espiègle du personnage. Et vu que la plupart du temps, Lupin se conduit comme un clown, un peu moins que Zenigata quand même, ben, la voix de Yamada n'a fait que renforcer son côté loufoque. Et après sa mort, il y a eu pas mal de successeurs, et le moins que je puis dire, c'est qu'ils ont bien assuré. Mais bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de la version originale, mais je pense qu'il est quand même intéressant de le souligner. Voilà.
Mais la version française, comme je vous l'ai dit, c'est un pur régal pour nos oreilles. Déjà, dans la série 2 parue chez nous en 85, même si c'est loin d'être extraordinaire, on s'est quand même fendu la poire devant les doublages. Nous savons déjà que Philippe Auguste et Catherine Lafont ont déjà bossé dans la série 2, et quand en 2005, IDP a décidé de reprendre le doublage de la première série, et même des autres films, dont Le Château de Cagliostro, eh bien figurez-vous que le casting a été dirigé par Philippe Auguste lui-même, du coup lui et Catherine Lafont reprennent leur rôle, et le reste du casting est très bien choisi. On a par exemple Jean Barnet dans le rôle de Goemon, Philippe Peyteux dans le rôle de Jigen. Bravo! Merveilleux, splendide, prodigieux! Quelle maîtrise! C'est, comment dirais-je, c'est ça, wonderful! Hey you, le bloody famous samouraï Goemon, on se fait un fucking duel? Voilà l'inspecteur qui nous court après, comme d'habitude. On va enclencher le plan B. Mais on ne peut plus enclencher le plan B à cause des 13 minutes de retard! Allez-y! Faites-moi sortir cette bande de rats sans trou! Voilà, juste au cas où vous n'aurez pas remarqué, c'est la même voix d'Homer Simpson. Rien que ça. Et enfin, le grand classique, mon préféré, Patrick Mess. J'avais dit autrefois que je préférais la première voix de Gaston Lacogne, celle de la série 2, mais là aujourd'hui, j'ai regardé l'intégrale de la première série, et franchement, comment il interprète Lacogne, comment il interprète les autres personnages, ça m'a fait tellement marrer quoi. Ce que j'aime avec lui, c'est que à chaque épisode qu'il apparaît, on a toujours droit à des phrases cultes du genre « Edgar, mon cauchemar !» Bonjour, je suis l'inspecteur Lacogne. Soyez rassurés, tant que je serai sur ce bateau, vous ne craignez rien. Oh, c'est encore un coup d'Edgar. Edgar, mon cauchemar! Edgar! Oh, toi, tu es en état d'arrestation! Tu es fait comment? Là-bas! Je viens de l'apercevoir! Edgar, tu es fait comment? Edgar, tu es en état d'arrestation. Et lorsqu'il interprète les autres personnages, eh ben pareil, ça se voit qu'il s'éclate. Edgar, sors de ta cachette et viens te battre si tu es un homme. Si tu t'imagines pouvoir continuer longtemps à te moquer de moi comme ça, permets-moi de te dire que tu te trompes. Moi vivant, tu n'auras jamais les statuettes. Tu m'as demandé. Hein? Attends un peu, sale chien. Reviens. Lâche. Si je t'attrape, je te transforme en sushi. Tu viens voir ce que c'est qu'un vénérable maître du sabre dans l'école Jin. Ça suffit. On entend déjà assez de baliverne à la radio. Bref, Patrick Mess, c'est vraiment le meilleur, mais il ne faut pas oublier la très belle voix de feu Philippe Auguste. Que ce soit le timbre de sa voix, sa tonalité, sa capacité à proposer des verbes d'une bonne qualité, non, il n'y a pas à dire, la voix de Philippe Auguste colle parfaitement au personnage. Mais lui m'a dit que pour payer ma dette, je devrais rester avec lui toute ma vie. Quel ignoble goujat. Mais comment a-t-il osé faire une chose pareille? Pas un geste, sinon gaffe. Alors tu vas faire gentiment ce que je te dis, et si jamais tu cries, ce sera la dernière fois. Oui, c'est difficile, mais il faut que vous preniez votre mal en patience. Je vous promets que demain, vous dormirez dans un lit douillet. Qu'en pensez-vous? Et comment s'appelle cette belle enfant? Lisa. Quel joli nom. Et comme il vous va bien, ma puce. Donc voilà, le personnage, le doublage français proposé par Philippe Auguste, non, franchement, c'est vraiment une des meilleures VF que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Et c'est ce même genre de doublage qui a contribué mon intérêt pour Edgar de la Cambriole. Bah tiens, je me rends compte que toute la vidéo, j'ai parlé rarement d'Edgar, alors que j'ai préféré dire Edgar au lieu de Lupin. Mais bref, on s'en fout, c'est les mêmes personnages. Et puis n'oubliez pas, on peut appeler Lupin depuis 2012 maintenant. La fin des droits patrimoniaux, les gars. Bref, pour terminer cette vidéo, et pour essayer de vous convaincre de regarder cette série, je vais vous recommander quelques épisodes que moi j'ai préférés. Et pour commencer, quoi de mieux que le premier épisode, Edgar brûle-t-il? Alors, je n'ai pas grand chose à dire si c'est que c'est la première fois où l'on voit Edgar en pilote de Formule 1. On le reverra en tant que tel dans l'épisode du Grand Prix de Monaco, dans la deuxième série. A noter qu'il existe un remake de ce même premier épisode. Ensuite, l'épisode 4, l'évasion de la dernière chance, où pour la première fois, l'inspecteur Lacogne réussit à capturer Edgar. Et croyez-moi, c'est un de mes préférés, parce qu'on voit Lupin en train de péter un câble. Enfin, c'est ce qu'il prétend faire. Il y a un truc encore plus intéressant, c'est cet épisode qui définit la relation entre Zenigata et Lupin. Parce que malgré que Zenigata ait réussi à capturer Lupin, sachant que le cambrioleur va se faire exécuter, et ben lui, l'inspecteur de police de son côté, il ressent comme un grand vide et se demande qu'est-ce qui se passera après que Lupin soit exécuté à la chaise électrique. Il se rendra compte que plus rien ne sera pareil et il ressentira un grand vide. C'est pour ça que dans toutes les vidéos consacrées à Edgar de la Cambriole, je vous ai dit que Zenigata et Lupin sont complémentaires. Les extrémités de la pile alcaline. Ça par contre je sais pas si c'est un bon exemple. Là où je veux en venir c'est que la rivalité entre Zenigata et Lupin sont de nature plutôt ambiguë. Un coup, ils engagent des courses-poursuites, un autre, ils collaborent, le temps de régler une affaire, comme ce sera le cas dans plusieurs longs-métrages. Difficile de savoir s'ils sont vraiment ennemis jurés ou pas. Ce qui, plus tard, dans la 5ème série,
sera intéressamment remis en question. Comment pourrais-je être l'ami de cette canaille, de ce voleur, séducteur de femmes? Bref, si vous voulez savoir pourquoi il y a toujours des courses-poursuites entre Zedikata et Lupin, eh bien, l'épisode 4 de la série 1 est la réponse à cette question. Ensuite, il y a les épisodes 5 et 7, soit la confrontation entre Goemon et Lupin. Allez voir ces deux épisodes, franchement, je vous les recommande. Les épisodes 10 et 11 qui sont ce qu'on appellerait des épisodes prototypes pour le château de Cagliostro, puisque Miyazaki réutilisera les mêmes éléments pour le long métrage de 1979. D'un côté, l'histoire de la fausse monnaie, et en plus de ça, ça se situe dans une tour d'horloge, et de l'autre, le côté chevaleresque prononcé par Edgar, qui sauvera une très belle jeune fille aux griffes d'un démon. Enfin, d'un méchant, vous m'avez compris quoi. Et la fin de l'épisode 11 par contre, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, sachez que c'est un moment unique au sein de la série. Après bon, à partir de l'épisode 13, je peux vous dire que j'ai quasiment aimé tous les épisodes, du moins jusqu'au 19e ou 20e. Mais ma préférée, c'est le 19e, où un autre policier d'origine française, répondant du nom de Gaillard, qui lance une opération Edgar de la Cambriole. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cet épisode? Ne serait-ce que pour la rivalité entre l'inspecteur Lacogne et Gaillard. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'inspecteur français ne s'appelle pas Gaillard en version originale, mais Ganimard, soit un descendant d'un policier qui est apparu dans un roman de Maurice Leblanc, soit Arsène Lupin contre Ganimard. Et pourquoi Gaillard à la place de Ganimard? Eh ben, vu qu'à l'époque où ça a été doublé, ils avaient encore l'obligation d'appeler Lupin Edgar, et donc Zedikata par Lacogne parce que exportation, et ben du coup, Ganimard s'appelle Gaillard. Voilà. Et à noter que, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Miyazaki qui était à la réalisation. Et je dis ça, rien qu'en regardant Lacogne descendre les escalators. Tenez, regardez l'extrait, vous allez pouvoir juger par vous-même. Et donc voilà, tout ça pour dire que Lupin 3, saison 1, même si au départ ça pêche un moment, puisque le ton de la série est un peu trop sérieux pour un jeune public, et bien au final, quelques années après sa diffusion, elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait, et bien ça n'a quand même pas empêché le lancement d'une autre série en 1977, soit celle qu'on a connue quand on était enfant, du moins ceux de ma génération. Et en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, j'ai aimé cette saison pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, que ce soit au niveau du doublage, les personnages, même la musique, certains épisodes très bien écrits, et un Lupin à la veste verte très classe. Mais bon, ma préférence va quand même vers la veste bleue, soit pour les saisons 4 et 5. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà mes chers amis, du coup, c'en est tout pour cette vidéo hors série consacrée à Lupin Sensei. Donc j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, j'en ai pas encore fini avec cette licence, donc je vais vous présenter une autre série, comme celle-là, ou même celle-là. Je sais pas si vous arrivez à voir, la lumière est un peu vive. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc j'espère que ça vous a vraiment captivé. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.